Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo dédiée au VPS en partenariat avec Hostinger le 100. Aujourd'hui, on vous propose un petit tour d'horizon de c'est quoi un VPS. C'est un peu pour les nuls si jamais vous savez pas exactement à quoi ça sert, ni quelles sont les alternatives, ni qu'est-ce qu'il faut regarder au moment d'acheter un VPS, pourquoi vous pourriez en avoir besoin. On va vous donner quelques idées et vous faire un petit tour d'horizon de concrètement votre interface, à quoi elle ressemble, comment vous vous connectez après à votre serveur et quelles sont un peu les bonnes pratiques autour des VPS. Je suis accompagné de mon acolyte Thiel. Bonjour Thiel. Salut. Moi je propose en préambule de vous présenter un petit peu pourquoi ça pourrait être intéressant d'utiliser un VPS. Donc VPS c'est Virtual Private Server. Et donc ça vient un petit peu se distinguer d'un serveur dit dédié. En gros, si aujourd'hui vous avez besoin d'héberger un truc 24 heures sur 24, qui ne s'arrête jamais, vous avez quelques choix. Le premier choix, c'est de l'auto-héberger. Donc, par exemple, si vous avez un NAS, vous pouvez mettre quelque chose dessus et ce sera toujours disponible. Vous pouvez, peut-être, si vous avez un data center, acheter directement un rack dessus. C'est assez rare. Ou la troisième option, c'est de louer un serveur dédié. Donc là, c'est concrètement, vous avez un rack qui vous appartient ou vous avez une machine à laquelle vous pouvez accéder à distance et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, en général, c'est des coûts qui sont très, très élevés. Donc, ça va coûter dans les centaines d'euros par mois, et c'est vraiment, si vous avez des usages très 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 importants, besoin d'énormément de bandes passantes, etc. Concrètement, à partir de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, ça commence à avoir du sens d'avoir ça. Si jamais aucune de ces cases ne vous intéresse, soit parce que vous avez la flemme d'héberger un truc chez vous, soit parce que vous avez une connexion de merde, soit parce que vous n'avez pas 300 balles à mettre par mois dans ce truc-là, il y a une dernière option qui est vraiment intéressante, qui sont du coup les VPS. Alors pourquoi un VPS est aussi peu cher, alors que pourtant il vous fournit un accès à un vrai système d'exploitation complet? C'est parce que justement c'est un serveur qui est virtuel. En réalité, côté data center, il y a une ligne du rack qui héberge énormément de VPS en parallèle. Et c'est des très très gros serveurs dont on vous donne une petite portion. Mais vous, de votre côté, vous avez l'impression d'avoir accès à un ordi. Concrètement, vous allez souvent installer soit Linux, soit Windows dessus, plus rarement. Et de votre point de vue, ce sera comme un ordinateur qui est peut-être pas le plus performant, genre c'est pas une machine de guerre, mais ça tient vachement la route et justement ce sera pour le coup disponible 24 heures sur 24. Vous avez la garantie que votre truc est bien hébergé dans un data center où ils ont des SLA, comme on dit, donc des taux de disponibilité qui vont être de 99,99%. Faudra vérifier celui d'Hostinger. Mais concrètement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et ne pas avoir un petit flip que votre truc soit débranché à n'importe quel moment, quoi. C'est donc l'intérêt d'un VPS, avoir pour quelques euros par mois un serveur Linux qui tourne non-stop. On va vous donner quelques exemples de cas où ça peut être intéressant d'héberger son propre serveur, mais le plus évident, c'est par exemple les serveurs de jeux. Vous avez besoin qu'ils soient connectés tout le temps et c'est pas obligé d'être des monstres de puissance. Ça peut être héberger un site web, par exemple, héberger un WordPress, héberger des applications un peu plus compliquées. En général, ce qui va se passer, c'est que soit vous utilisez des services assez standards, donc typiquement un WordPress, ça s'héberge très bien sur le plan mutualisé de Hostinger. Si vous avez pareil des simples sites statiques, vous faites du développement web et vous avez un site statique à héberger, pareil, un plan mutualisé, c'est largement suffisant sur Hostinger, ça vous coûtera même un peu moins cher et vous aurez un petit peu plus d'outils personnalisés, genre un gestionnaire de fichiers en ligne, un PHP MyAdmin si vous faites du PHP, des choses comme ça. Le moment où le VPS devient important, c'est quand justement vous sortez un petit peu de ce cadre-là. Donc à partir du moment où vous voulez héberger par exemple un Docker, donc vous avez besoin dans votre appli de logiciels spécifiques qui ne sont pas disponibles sur les machines Hostinger de base, là il vous faut un VPS. Pour un serveur de jeu, pareil, il vous faut un VPS. En gros, c'est un peu ça le critère. Si vous voulez héberger pareil votre propre gestionnaire d'applications perso, donc par exemple un gestionnaire de mots de passe, on va vous montrer un petit peu tout ça plus tard, mais vous pouvez installer Bitwarden par exemple, qui est super quali, sur votre propre serveur, plein d'autres applis de ce genre-là, pareil, il vous faudra un VPS. En gros, c'est un petit peu le moment où ça devient intéressant. Bref, sans plus attendre, Thiel, est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu dans les grandes lignes, nous montrer déjà c'est quoi les différents types de VPS, les différentes gammes, et en gros, qu'est-ce qu'il faut regarder et qu'est-ce qui est intéressant dans quel genre de cas? Bien sûr, bien sûr. Alors, hop, je te mets à côté. Donc, la jolie page d'accueil d'Hostinger avec des super promos, bien sûr, évidemment. Effectivement, tu as raison, on commence par ça. Donc en ce moment, c'est la Cyber Week, n'hésitez pas, c'est un bon timing. Vous pouvez cumuler en plus ces réductions avec notre code promo _. À chaque fois que vous le faites, ça soutient notre émission. Donc on vous remercie évidemment. C'est valable à partir des plans de 12 mois ou 24 mois. Et dans tous les cas, c'est souvent les plans les plus intéressants d'investir sur le long terme. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les différents steps? Voilà, on les a là. Donc chez Hostinger, il y en a 4.
On va en parler plus en détail et surtout détailler un peu lesquels sont intéressants, pourquoi, en fait. Parce que suivant l'usage, ça a plus ou moins de sens. Ok, donc il y en a 4. Il y en a 4. Bah, on va les faire dans l'ordre, hein. Le premier, donc enfin, en fait, on peut déjà juste, checker rapidement. En gros, ce qui va vachement changer, bon, la bande passante, c'est pas tellement le truc le plus intéressant là dans ce qu'on va regarder, tout de suite. C'est le nombre de cœurs et la RAM et aussi, l'espace, de stockage, NVMe, mais bon, ça, c'est pas non plus forcément le critère le plus déterminant, ça dépend ce que vous faites. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est la puissance qu'il y a derrière, donc c'est le nombre de cœurs et la RAM. C'est ça. Et suivant l'appli ou le service que vous hébergez, parfois, la RAM, c'est un critère hyper important. Parfois, c'est le stockage. Ben, vous allez souvent avoir un goulot d'étranglement sur un de ces 3 critères. Comme tu disais, la bande passante, c'est vraiment, à partir de votre site, a énormément de trafic. Pour des serveurs de jeux et des trucs comme ça, c'est très peu probable que vous atteigniez le moindre plafond. Moi, j'ai 1 ou 2 VPS actuellement et vraiment, je n'atteins jamais plus de 10%. Enfin, donc c'est rarement ça qui bloque. Et suivant les applis, va se tourner vers un de ces différents plans. Un truc à noter, on va rentrer dans le détail, mais un truc à noter, c'est que si vous partez sur un type de VPS, un des gros avantages, contrairement justement à des serveurs dédiés, où c'est littéralement qu'il faudrait l'ouvrir et foutre de la RAM dedans, là, c'est pas le cas. Donc, comme c'est des ressources gérées virtuellement, elles peuvent être dynamiques. Donc, dans un an, j'en sais rien, votre site a 2 fois plus de trafic ou votre serveur de jeu a 2 fois plus de joueurs, vous pouvez dynamiquement demander à être mis à jour et vous avez magiquement de la RAM ou du stockage qui arrive en plus. Donc ça, c'est un gros avantage. Quels sont un peu les choix qu'on doit faire? Alors, bah, on va commencer par le premier, donner deux trois cas d'usage. Donc tout à l'heure, tu parlais de, hoster un site web, un WordPress ou, voilà, quelque chose de plutôt statique. Ça se fait tout à fait sur le premier pour un petit site, un truc, un blog, ce genre de truc-là. Ça se fait aussi comme ça et ça peut avoir du sens, quand tu fais, par exemple, tu développes ton app. Donc, tu as genre ta pré-release ou, ta branche de développement et cetera qui peut être, quelque part. Bah, du coup, en gros, il y a que toi qui vas y accéder, quoi, donc, ou ton équipe, quoi, mais pas beaucoup plus que ça. Donc ça marche très, très bien, voilà. Le KVM1, c'est très bien pour ce genre d'usage. Tu peux aussi l'utiliser pour, si tu fais des bots, tu sais, un bot sur Telegram, sur Ouais, Discord, et cetera. Ça demande pas énormément de ressources, donc carrément. ça se J'avais fait pas pensé, mais carrément. Ouais. ça se fait très bien, à partir du moment où ton bot est pas utilisé par 2 millions de personnes, quoi. Ouais. Voilà. Et tu peux aussi l'utiliser pour des jeux en vrai, mais pareil, ça va être un cadre assez restreint, quoi. Ça va Ouais, être ouais. toi et tes quelques potes, mais si tu l'ouvres dans un gros Discord, C'est terminé. va y avoir des problèmes. Voilà. Il y a le cas où tu veux des tâches automatiques aussi. Tout simplement, tu veux un cron qui tourne et qui déclenche des trucs. Pareil, en fait, juste, là, tu payes vraiment le côté, ce serveur est toujours up. Par contre, il peut pas faire grand-chose. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est Ouais. donc servir des petites apps légères, voilà, Yes. pour des tâches en Ok. Ensuite, la deuxième offre, c'est probablement, ils le disent, c'est le plus populaire, c'est logique, pour avoir fait un gros benchmark, Oui. C'est la mieux. Oui, le pricing est souvent fait comme ça, hein, en Ouais, ouais. général. Ouais, mais même pour l'avoir comparé avec d'autres offres, Ok. d'autres hébergeurs, c'est ça la plus avantageuse de tout, Ouais, ouais. Ok. en termes de prix et de ressources, allouées. Donc la deuxième, bon, bah, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit avant, mais en un peu plus poussé. Donc tu peux gérer, du coup, un peu plus de sites, tu peux avoir des bases de données, pas trop lourdes, mais des petites bases de données un peu, voilà, légères. Tu peux héberger une app, ou même un peu plus, mais tu as une app Node.js, un Docker, un Nextcloud perso, ça peut marcher aussi, si t'es pas trop demandant dessus. Quand tu dis un Nextcloud? Ouais, Ouais. ouais, tu peux on en reparlera après sur, qu'est-ce qu'on peut faire, mais Ou un blog Ghost. ouais, 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 tout à fait. Bah, je l'ai noté après, Ok. dans les usages, possibles, Ghost. Mais, en gros, c'est bien pour une app qui démarre. Si tu commences à avoir plusieurs milliers de clients, ça va pas forcément, bien tenir, mais pour un début, pour un truc qui reste, qui s'ouvre au monde, mais qui est quand même un peu Ouais. confidentiel, c'est très bien. Ok. Honnêtement, c'est probablement l'offre la plus logique à prendre, Ça marche. voilà. Et du coup, pareil, je continue avec les serveurs de jeu. Bah, du coup, serveur de jeu, ça va juste gros. C'est-à-dire que bah, là, tu peux mettre plus de gens dessus, quoi. Donc, tu le lances sur un Discord où il y a 100 personnes, ça passe, en gros. Ensuite, KVM4, donc la troisième offre. Là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus sérieuses, un peu plus violentes. Tu peux partir sur un site de e-commerce avec pas mal de trafic, en vrai. Ça passe très bien. Faire du multi-app, avoir des bases de données moyennes à lourdes, on va dire, sans que ce soit trop demandant non plus. Si tu fais tu vois, de la fintech où tu gères à la milliseconde 1 milliard de requêtes, là, probablement, c'est pas ça. Mais
pour une grosse base de données, pour un gros site, ça passe très bien. Et alors, le multi-app, pour expliquer, c'est que vous avez un peu deux stratégies. Si vous avez plusieurs choses à déployer, vous pouvez soit prendre plusieurs petits VPS, entre guillemets, essayer de les coordonner en flotte, etc. Mais parfois, le plus simple, c'est juste d'héberger ces quelques applis sur un même VPS. Alors, évitez de mélanger des trucs genre votre site critique et des applis internes pour la boîte. Évitez de mélanger sur le même serveur. Mais à part ça, nous, typiquement, on a un serveur de boîte qui est typiquement dans la config KVM4 en termes de ressources. Pourquoi on n'a pas un truc plus petit? C'est parce que justement, on a pas mal d'applications en fait qui tournent dessus différentes. Donc typiquement, la partie gestionnaire de mot de passe, la partie automatisation N8N, on va vous montrer un peu des idées comme ça plus tard. Mais concrètement, vous allez pouvoir installer sur votre VPS aussi des gestionnaires d'appli. Et là, justement, typiquement la quantité de RAM, la quantité de CPU, c'est pas que c'est overkill pour une appli, c'est que vous avez potentiellement 4 applis qui font des trucs un peu gourmands, qui peuvent tourner en parallèle en utilisant chacun 3 Go de RAM et un cœur de CPU, en gros à peu près. Et donc là, ça commence à des arguments pour augmenter la taille, en plus du volume. En gros, soit vous avez des gros volumes à gérer, soit vous faites des trucs en parallèle, quoi. C'est ça, donc ouais, pour une boîte taille moyenne, petite, en gros une PME, tu peux complètement gérer Tout. tes apps avec un KVM4, c'est très très bien. Euh, voilà. Et ensuite, KVM8, là on... To the moon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin là, tu commences assez rapidement à partir sur la limite entre ça ou un serveur Ou un dédié, ouais. un dédié. Enfin, la marge va dépendre de ce que tu veux faire. Parce que là, en termes de prix, on est bien en dessous d'un serveur dédié. C'est ça, ouais. C'est que l'étape d'après, en général, elle va pas coûter. Genre là, on a des différences de 8 euros. Oui. L'étape d'après, ce sera pas ça. Ouais, Ce sera c'est plutôt à 50, 60 ou plus. là, du coup, en fait, ça va dépendre de tes usages, mais si tu as un trafic très très élevé, si tu as besoin d'une très très haute disponibilité, donc en gros, tu fais beaucoup de requêtes à la milliseconde, hein, ou si tu as une énorme base de données, pareil, si tu fais des clusters, si tu fais du machine learning, si tu as beaucoup de Docker ou des Kubernetes, ou tu as un Nextcloud d'entreprise avec plusieurs dizaines, voire Ouais, voilà, ouais, là, ça a du sens. Et ce qui est sympa, c'est en fait souvent la plupart des gens n'en auront pas besoin là, dans vous qui écoutez, mais c'est sympa de se dire que c'est possible, quoi. Il y a pas de, enfin la limite est un peu lointaine, et c'est juste un clic pour upgrade là-dessus. C'est quand même sympa. Ah non, tu voulais qu'on fasse une petite revue avant des prix du marché? Ouais, oui, de manière plus générale, c'est vrai que c'est intéressant. C'est quoi en gros le game du marché des VPS? Moi, j'avoue, j'en connais pas tant que ça. C'est quoi les trucs à regarder, les différences, peut-être les avantages d'Hostinger par rapport à d'autres et inversement, pour que on puisse faire un choix éclairé. En gros, les trucs un peu shady, vraiment, genre très très peu cher, mais tu sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai pas pris en compte. Ouais, J'ai ouais. pris des hébergeurs qu'on connaît et qui sont stables dans le temps. Pignon sur rue finalement. Voilà, c'est ça. Et globalement, Hostinger, c'est de tout ce que j'ai pu voir moi là, c'était le truc qui me paraissait être dans les plus clean, les plus Ouais, ouais. propres, et en termes d'offres, d'avoir les offres un peu les plus cohérentes. Si ce n'est que, je trouve qu'entre la première et la deuxième, il y a tellement rien de différence que ça Oui. n'a pas beaucoup de sens de prendre Oui, la première. Mais c'est le exactement. but. Et c'est fait pour ça. Exactement. Et du coup, ce qui fait que, pour parler concrètement, il y a un seul hébergeur qui a un truc moins cher. Ok. Que la première offre, entre guillemets. Mais bon, ça se joue à des centimes, hein. Ouais, ouais. Mais à la seconde où tu passes, et les cas d'usage du premier, comme on disait tout à l'heure, c'est Assez quand même limité, ouais. assez limité. Dès que tu passes sur un cas le plus populaire, globalement Hostinger, c'est les moins chers. Ok. Donc, non, mais c'est un conseil intéressant. C'est-à-dire que si vous avez potentiellement, si vous avez vraiment des besoins super super restreints, vous allez peut-être trouver des trucs et que vous voulez optimiser au centime, vous allez peut-être trouver mieux ailleurs. Et vraiment, nous, le but, c'est aussi de vous donner un tableau complet. Donc, c'est peut-être une possibilité. Et voilà, si vous voulez vous anticiper que ça peut grandir, peut-être que c'est un meilleur choix. Je vais me permettre quand même un petit disclaimer, et je vous jure que ça n'a rien à voir avec le fait que Hostinger nous sponsorise. Mais l'hébergeur qui était moins cher là, dans les autres, c'est un hébergeur que moi j'ai utilisé pour héberger des clients et je les déteste. Tu n'as rien signé. Hein, Mon salaire ne bouge pas quand je dis sur Hostinger ou sur gratos, les autres. Ouais, non, mais je me suis encore battu avec eux il y a 5 jours. Donc, Ah oui, pour des clients, oui. voilà. Et c'est juste un peu compliqué, ce que je te disais hier, c'est un peu compliqué de faire un vrai benchmark propre parce qu'il n'y a aucune offre qui est parfaitement équivalente Ouais, aux ouais. autres. À chaque fois, il va y avoir une différence entre le nombre de cœurs, le nombre de gigas de RAM, l'espace disque. Ils n'ont pas tous la même façon de compter la bande passante. Ouais. En gros, il y en a où tu vas être capé par seconde sur ton débit, Ouais. et tu en as autant que tu veux. D'accord.
D'autres comme Hostinger, ils te disent, bah voilà, on te laisse 4 Tera de bande passante, ou 8 ou 16 ou 32, Mais avec le débit que tu veux, par avec contre. le débit que tu veux. Voilà. Ok. Donc, du coup, de mon benchmark là, en regardant à peu près, il me semble que Hostinger, c'est les moins chers pour ce qu'ils proposent. Ouais, Mais ouais. en vrai, si tu as des besoins En spécifiques, tous les cas, c'est peut-être. tellement honnêtement, c'est tellement concurrentiel comme marché, les VPS, que la différence, elle va surtout se faire sur l'UX et sur l'expérience. Ouais. De en combien de temps vous avez setup votre machine. Et après, est-ce que c'est un enfer à manager ou pas, Oui, quoi. et pareil pour les prix. Alors, du coup, c'est pas exactement les prix qui sont affichés parce que ça, c'est les prix hors taxe. Donc, les prix, toutes taxes comprises. En gros, pour un truc avec 4 gigas de RAM, avec un ou deux cœurs à chaque fois, le moins cher est genre à 6 euros par mois, là, et le plus cher est à 10, je crois. Donc, ouais. Voilà, donc ça vous Voilà, donne une ça idée donne la des range. prix du marché. Voilà, et pour 8 cœurs, 8 gigas de RAM, pardon, avec 4 cœurs à chaque fois, c'est entre 7,20 € jusqu'à 18 à peu près. Ouais, ok, Donc ça marche. voilà, ça donne une idée des prix général qui existent. Très bien. Alors, ça ressemble à quoi, du coup? Comment on fait? Et ben, chez Hostinger, c'est très simple, hein, vraiment, l'UI UX a été bien bossé, hein, ça va très vite. Donc ouais, le tunnel de vente est parfait, bravo à vous. Mais là, nous, on va surtout passer sur qu'est-ce qu'ils proposent, parce que du coup, ils proposent des installations directes Ok, donc sur ton VPS. on te facilite l'install, c'est pas juste on te file tu dois fournir un ISO ou un truc comme ça, quoi. Non, non, non. Bah justement, on va pas aller jusqu'au bout, mais on va commencer ensemble. Du coup, il y a des trucs déjà prêts pour les jeux, si jamais. Ok. Donc là, Oui, on en avait parlé, effectivement. ouais, il y en a, donc c'est. Bon, bref, ils le séparent des VPS et ils disent que c'est un game panel. Les VPS sont là, mais bon, globalement. Bah, en fait, à mon avis, ce que tu dois pouvoir avoir suivant les jeux, c'est aussi peut-être une administration directement. Oui, oui, probablement. Bah, du coup, comme on n'est pas allé jusqu'au bout, je peux pas garantir ça, mais il me semble que c'est ça la grosse diff, quoi. Juste, on peut checker en deux spies la partie game panel. Ouais. On en avait parlé. Concrètement, ça vous permet de gagner du temps si vous installez un serveur de jeu. Globalement, à la fin, c'est juste avoir la bonne distribution Linux et le bon setup. Donc, ils ont pu faire le taf, entre guillemets, à notre place. Donc, a priori, il y a juste à créer un mot de passe pour le panel d'administration du jeu, ce qu'est en train de faire Thiel. Et après, vous allez pouvoir, après avoir choisi votre plan, sélectionner votre jeu dans une liste pré-remplie. Et donc concrètement, voilà, si vous avez un serveur Minecraft, un serveur CS ou peu importe, et vous avez à peu près rien à faire, quoi. Le truc va être entièrement configuré pour vous. À ce moment-là, n'oublie pas le code underscore, n'est-ce pas? Et voilà. Et après, concrètement, pas de SSH à loguer, pas de configuration à faire. Vous avez directement votre interface d'administration de votre serveur de jeu. Ça, c'est le cas un peu particulier si c'est un serveur de jeu où vous avez un setup accéléré. Dans le cas du VPS, à quoi ça ressemble alors? Donc, ils le découpent en trois trucs différents. Ils appellent les systèmes d'exploitation, les systèmes d'exploitation avec panel et les applications. En gros, système d'exploitation simple, bah, c'est du Linux classique, rien de voilà. Tu peux choisir ta version. Voilà, Ouais. si jamais, bon, Ubuntu 22, 24, tout ça, ok. voilà, bon. Et attends, moi, un truc qui m'intéresse avant, c'est au niveau de la géographie. Donc, ils ont plusieurs lieux. Ça, c'est quand même pas toujours le cas. T'as plein d'hébergeurs où t'as le choix entre, genre, ici et la côte est des États-Unis, c'est tout, quoi. Il y Là, en a 4 en Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie. ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des cas précis. Moi, j'ai des souvenirs de cas où, soit t'as envie que ce soit avoir le ping le plus faible possible pour quand t'es en SSH, que tu fais du développement, etc. Dans ce cas-là, tu te prends évidemment le plus proche possible en Europe. Soit, parfois, si t'as pas un VPN ou qu'en gros, t'as envie que ton serveur, il soit considéré comme américain ou canadien ou je sais pas plus ce qui est dispo, mais ça peut être pratique aussi. Bref, on passe là-dessus. Moi, ce qui est intéressant dans les setups accélérés, c'est les systèmes d'exploitation avec panel. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Je ne savais pas que ça existait, mais qu'en gros, à la fois t'as ton Linux qui est installé, mais t'as aussi la possibilité de l'administrer via une interface web. Ouais, exactement. Et c'est ça, franchement, je pense que c'est ça la vraie truc intéressante du VPS, suivant ton usage, bien évidemment. Mais là, tout ça, là, c'est génial. Bah, du coup, je peux te laisser en parler. Mais... Ouais, moi j'en connais quelques-uns, mais pas tous. Hein. Mais donc les Plesk, les cPanel, les trucs comme ça, c'est en gros de l'administration de sites web type PHP, Magento, toutes ces choses-là. Donc typiquement, si vous avez énormément par exemple, de petits clients qui ont des petits sites, souvent ça peut être assez intéressant financièrement de prendre vous-même un VPS
de pas forcément utiliser le service mutualisé par exemple d'Hostinger, mais d'utiliser vous-même, enfin de setup vous-même votre propre VPS, parce qu'après ce cPanel, ce Plesk va vous donner une interface d'admin que vous allez maîtriser entièrement. Et vous pourrez avoir 150 clients si vous voulez, et voilà, ça vous coûtera le prix d'un VPS. Donc ça, c'est quand même assez imbattable. Donc ça, c'est ce cas-là que je connaissais. Sinon, il y a un autre type d'interface de panel, qui sont les Coolify ou les Cloud Run ou les peut-être les Cloud Panel, mais celui-là, j'en suis pas sûr. En gros, moi, ceux que je connais là dans la liste, il y en a plein, c'est fou. C'est Cloud Run et Coolify. Cloud Run, tu payes un petit abonnement à l'année, mais en gros, c'est ce qu'on appelle un PaaS, Product as a Service, où concrètement je crois que ça rend pas très cher, hein, c'est genre 15 balles par mois ou un truc comme ça. Ils te fournissent une sorte de Heroku, je sais pas si tu connais aussi Heroku, ouais. Mais en gros, le principe, c'est que tu as une liste d'applis que tu peux installer, et eux ont fait le taf de packager ces applications. Donc, des exemples d'applis, ça peut être un serveur mail, ça peut être un blog, on a parlé de Ghost, ça peut être N8N pour faire des automatisations, ça peut être un Bitwarden pour gérer des mots de passe, ça peut être un CRM, un ERP, bref, tout ça. Petit auto-promo, on en a parlé dans une vidéo, non, Score ? Exactement, que vous pouvez aller voir. Et donc, typiquement, eux, ils vont faire ce travail-là de packager tout ça notamment pour que les utilisateurs soient partagés entre toutes ces applis, pour que les sauvegardes soient partagées entre toutes les applis. Et ça, tu sais que c'est pas si simple. Si vous avez déjà essayé de faire des setups Docker Compose et des choses comme ça, avoir vraiment un système d'utilisateur central et un système de sauvegarde central pour toutes les applis qu'utilise votre entreprise, c'est pas simple. Et Cloud Run le fait super bien. C'est un truc que moi, j'installerai tous les jours sur ce genre d'offre. Et l'autre exemple cool que je connais, c'est Coolify, qui est un peu une alternative qui est, on va dire, un Cloud Run où on met un tout petit peu plus les mains dans le cambouis, entre guillemets. On peut aussi un peu le comparer à des Vercel ou des Netlify, mais auto-hébergé, entre guillemets, que vous gérez vous-même, qui est open source. Et là, vous allez pouvoir déployer, connecter par exemple à un projet sur GitHub et faire en sorte qu'il soit automatiquement, comme sur Vercel, qu'il soit automatiquement déployé sur votre domaine. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi installer un peu comme Cloud Run, des templates d'appli préfaites. Donc là, pour le coup, derrière, c'est du Docker Compose qu'ils utilisent. Mais pareil, plein de templates ont été déjà faits. C'est un peu moins pris par la main qu'un Cloud Run, il y a un peu plus d'options, etc. Mais pareil, Coolify, c'est un super bon projet. Et ça paraît, en fait, sur les prix, faut se rendre compte que les services à la Vercel, Netlify et compagnie, au début, ça peut paraître alléchant parce que vraiment, l'expérience de développement est incroyable. Mais en fait, si votre site il scale un tout petit peu, sur Twitter, on voit passer les factures, et ça peut piquer vraiment vite. Et là, un Coolify sur un bon VPS, on se rend pas compte, c'est un peu à l'ancienne, entre guillemets, d'avoir son propre serveur. Mais en fait, faut se rendre compte que ça peut tanker des trafics mais débiles, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et après, la dernière catégorie, c'est application. Moi, à mon avis, je vous le conseillerais un peu moins, dans le sens où c'est pareil, en fait, c'est le service d'Hostinger pour vous préinstaller des applis directement sur votre Linux. Mais donc c'est leur PaaS à eux. Mais tant qu'à faire, moi je pense que j'utiliserais plus un Coolify ou un Cloud Run donc c'est vraiment le métier. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi cette option-là. Probablement que vous aurez moins d'options par la suite pour gérer vos applis, mais c'est totalement possible. Je vois aussi un petit Oliama si vous voulez héberger des petits modèles de langage, votre propre ChatGPT, c'est possible. Oui, ou un Nextcloud, par exemple, ça peut être... Voilà, ouais, c'est ça. Si vous avez une appli, votre VPS est dédié à une appli, dans ce cas-là, ça peut être assez malin. Tu fais ton GitLab de boîte. Carrément. Bon, ça peut avoir du sens d'avoir un seul VPS pour ça. Ouais, carrément. Mais bon, si c'est sûr que si c'est juste pour un WordPress, non. Ouais. Très bien. Et en vrai, ça s'arrête un peu là, hein, parce qu'une fois que tu as choisi, on va prendre un Coolify, comme ça, touc. Et ensuite, très très vite, en fait, donc tu mets ton mot de passe root pour accéder à ton serveur. Ensuite, si tu as une clé SSH, tu la rajoutes pour pouvoir y accéder directement. Donc juste pour ceux éventuellement dont ce serait la première fois qu'ils essayent d'utiliser un VPS, vous avez, en général, ce qui est recommandé, c'est quand même de créer une clé SSH sur votre machine en local plutôt que d'avoir un mot de passe qui vous permette directement d'être authentifié. Vous n'aurez plus à le rentrer à chaque fois. Et voilà, c'est quand même conseillé de le faire. C'est facile de trouver un tuto sur comment générer des clés SSH. Et une fois que c'est fait, vous copiez-collez la clé publique à cet endroit-là. Et derrière, vous êtes peinard. Vous pouvez ajouter celle éventuellement de vos collaborateurs ou de vos potes qui peuvent accéder au même serveur. Et voilà, c'est mieux que de se partager un mot de passe, n'est-ce pas ? Le tuto est là. Ouais, voilà, nickel. Voilà. Et voilà. Et Hostinger, je connaissais pas, mais visiblement, ils ont
un malware, un scanner de malware qui tourne sur leur VPS. Du coup, bah, ils t'ajoutent ça. Ok. Tu peux l'enlever si tu veux pas. Si tu installes toi-même des malwares, je sais pas. Mais Oui, voilà. c'est possible. C'est un usage d'un VPS. Voilà. Et ensuite, eh bien, on se retrouve à payer. Donc en vrai, tu vois, c'est quand même très rapide, hein, comme je disais, le tunnel est bien fait. Concrètement, juste après, soit vous avez pris une simple distribution Linux, et bah voilà, vous aurez soit la possibilité d'y accéder en SSH dans l'admin de Sniger, ou d'avoir les identifiants IP user et mot de passe pour le faire depuis votre machine, depuis votre terminal. Ça, c'est le cas très simple. Dans le cas où vous avez soit installé un serveur de jeu, soit installé une version managée, donc avec par exemple un Cloud Run ou un Qualify, vous pourrez directement cliquer pour accéder à cette interface-là. Et vous allez voir effectivement qu'un VPS, bah, il y a moins d'administration qu'un serveur mutualisé, évidemment, puisque bah, à la fin, c'est vous qui gérez votre serveur, donc Hostinger ne sait pas quoi, ne sait pas quoi vous montrer, entre guillemets. On a fait bien le tour. J'espère que vous avez appris quelques trucs, en tout cas, ou découvert éventuellement des applis, des usages que vous pouvez avoir avec un VPS. C'est assez pratique aussi pour tester des petits outils. Moi, une de mes passions, c'est d'aller voir une chaîne qui s'appelle Network Chuck. J'aime trop ce gars. Et il présente très souvent des outils, par exemple, de cybersécu que tu peux héberger sur un serveur. Et typiquement, bah, tu veux pas le faire sur ta machine. Tu veux un petit VPS qui te coûte pas cher pour faire tes expérimentations. C'est aussi un usage que moi, j'ai eu pendant longtemps. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous soutenir avec le petit code _. Et on se retrouve peut-être pour de prochains sujets. Bye bye.